Francis Ngannou, bonjour. Bonjour Lise. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, vous êtes une star mondiale, on ne vous présente plus, champion des poids lourds de deux organisations plus importantes du MMA, l'UFC et PFL. Vous êtes également ambassadeur de PFL en Afrique. Vous avez disputé 2 combats avec Tyson Fury que vous avez fait vaciller, avec Anthony Joshua, ça s'est moins bien passé, un KO. Aujourd'hui, on se demande quelle est la prochaine étape, Francis Ngannou? La prochaine étape, pour l'instant, c'est pas encore clair. On y travaille. J'espère que d'ici la fin d'année, il y aurait une étape, il y aurait une échéance. La boxe, le MMA? De préférence, la boxe. Après, à la rigueur, ça peut être aussi le MMA, mais de préférence, la boxe. Alors, une revanche par rapport à Tyson Fury? C'est moins probable, mais c'est une possibilité. Peut-être un combat contre Deontay Wilder qui est plus probable. Donc, une fois de plus, il n'y a pas confirmation. Alors, vous rentrez de Batié au Cameroun, une ville qui est dans l'ouest du Cameroun, 20 000 habitants, où vous organisez via votre fondation des combats. C'est le Francis Ngannou Challenge, la 2e édition. Il y avait 24 combattants venus de tout le continent. Pourquoi, Francis Ngannou, vous tenez tant à organiser ces combats en Afrique? C'était la 2e édition. Je tiens à préciser que c'était la 2e édition du challenge. Mais avant ça, on a eu à organiser quelques événements parce que depuis 2018, on a une fondation, la fondation Francis Ngannou, et on essaye aussi de former des jeunes et tous ceux qui sont intéressés par le sport parce que ça a aussi un caractère sport qui est important, notre fondation. Et à un certain moment, une fois que les jeunes se sont engagés, qui se sont entraînés, qui s'entraînent, qui sont assidus aux entraînements, ils ont besoin de quelque chose pour tester leur niveau, ils ont besoin d'une motivation et c'est pour cette raison qu'on a commencé à organiser les événements. Au départ, c'était des petits événements et là, depuis un certain moment, on a jugé nécessaire qu'il était important de faire quelque chose de grande envergure pour aussi les récompenser de leurs efforts, pour les motiver davantage. Et aussi en ce moment où le sport en Afrique, le MMA en Afrique prend un autre tournant avec l'arrivée de PFL en Afrique. Je pense que c'est aussi important pour nous d'évaluer nos athlètes, d'évaluer les athlètes sur le continent et de savoir qui est à quel niveau parce qu'aujourd'hui, avec la difficulté qu'on a, il est difficile de savoir qui est qui se trouve où. D'ailleurs, cet événement où j'étais présent m'a permis à moi-même de voir certains combattants et je vais parler tout de suite d'un certain Sankara du Burkina Faso, qui a perdu son combat, mais qui j'ai trouvé très impressionnant et j'étais très impressionné par sa performance, par son niveau de technique, son niveau de combativité. Et pareil pour, je pense qu'on en a eu 2 combattants au Congo, pareil, quelques combattants camerounais où j'ai été très impressionné par leur niveau et surtout en tenant compte de là où ils s'entraînent. D'ailleurs, pour le Congo, j'ai demandé à savoir où est-ce qu'ils s'entraînent et comment est-ce que la salle est structurée parce qu'il est clair qu'il y a quelque chose de bon là-bas. Et c'est sur cette base-là où on est fixé en ce moment. Il est important pour nous d'avoir les données des salles de sport, des différentes promotions qui mettent en avant des combattants et aussi les combattants qui ont les niveaux compétitifs et pour les mettre en avant. Et alors du coup, des événements comme Challenge, c'est aussi pour permettre à ces combattants déjà de se mettre à niveau, de se motiver et éventuellement avoir l'opportunité d'être dans un combat plus grand, peut-être avoir un contrat au PFL africain. Est-ce que aussi, c'est une façon de dire
qu'on peut réussir aussi en restant sur le continent? Oui, ça c'est un combat qui pour moi est très personnel. D'ailleurs, ce fut l'un des éléments le plus essentiel pour la signature au PFL. C'était le PFL Africa parce que je pense que on est dans un tous ceux qui sont sur le continent, tous ceux qui ont pour rêve d'être combattants, parce qu'aujourd'hui, le sport, même si ce sport, le MMA, a grandi également sur le continent. Il y a beaucoup d'engouement autour. Et du coup, je pense que tous ceux qui veulent atteindre un certain niveau dans ce sport n'ont pas pour obligation d'aller forcément en Occident, que ce soit en Europe, aux États-Unis. Et pour certains qui ont la chance d'avoir le visa et d'autres en passant par la Méditerranée ou le même chemin que j'ai pris, je pense qu'on est dans une époque où on peut résoudre à ce problème. Et c'est le travail c'est l'engagement qu'on a pris, que j'ai pris personnellement. Et c'est clair que ce n'est pas un travail, c'est pas une mission facile, mais je pense qu'on peut y arriver. C'est possible et c'est ce que j'ai envie de démontrer. Alors j'ai appris qu'après les tournois, que vous réunissez les athlètes pour leur parler. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai parce que, bon, déjà, la plupart d'entre eux, avant d'arriver, ils sont juste impressionnés du fait que ils vont pouvoir me voir. Donc, il est aussi la moindre des choses, peut-être pour leur déplacement, c'est voilà, d'aller les remercier et aussi les féliciter de leur participation, que ce soit gagnant comme perdant, puisque sans un perdant, il n'y a pas de gagnant. Et comme on dit toujours, il faut deux pour le tango. Donc, oui, je prends la peine, quand j'ai l'occasion, quand je suis présent, je prends la peine de me présenter et de leur parler, et aussi de leur parler du projet. Voilà, qui savent que c'est un projet qu'on a pris, un engagement que j'ai pris personnellement et très au sérieux, que c'est pas juste un one-shot. Voilà, ils sont venus, ils ont combattu et il n'y a plus de suite, tu vois. Sur des frais personnels, c'est... Ouais, sur des frais personnels, mais au fait, aujourd'hui, je pense que je suis sur une position où je ne vais pas voilà, trop me lamenter sur des frais personnels. Je peux juste me réjouir qu'aujourd'hui, je suis celui qui donne et non celui qui reçoit. Et je pense que c'est une position que j'aime bien. Je préfère ma position. Alors, que Dieu me rende grâce et que je continue à donner, ça ne me dérange pas. Je préfère de loin donner que de recevoir. Et c'est ce que j'ai dit à ces combattants ce week-end, samedi dernier. Je les ai dit, OK, on est là, c'est un engagement personnel, mais c'est un honneur, c'est un privilège. Déjà de pouvoir vous assembler, de vous faire venir de part et d'autre pour venir combattre à Bati, pour venir combattre à un événement que j'ai organisé, pour venir combattre pour contribuer à un projet, parce que pour moi c'est un projet, c'est pas un one shot. J'ai envie de mener ça très loin. J'ai envie que demain de pouvoir raconter l'histoire de certains combattants, de certains combattants qui ont commencé chez nous. D'ailleurs, un bon nombre de ces combattants étaient des purs produits de la Fondation Francis Ngannou qui existe depuis 2018. Et même si certains se sont ralliés à nous, à notre cause, ayant déjà un niveau, mais il y a quand même un bon nombre qui ont commencé à zéro. Voilà. Et pour moi, c'est une fierté et c'est le but même, c'est l'essence même de mon engagement. C'est de pouvoir leur permettre de croire en leur rêve, en une possibilité de réussir, quelle que soit leur discipline, quel que soit leur lieu, leur niveau. C'est qu'il est possible de réussir, voilà, qu'ils s'engagent et que c'est important que la détermination, l'engagement, la discipline, c'est important de façon générale dans la réussite. Et surtout, la confiance en soi, de croire en soi-même. Et ça,
je le vois déjà je le vois chez certains, et même certains combattants qui ne sont pas de la fondation, d'ailleurs venant du Burkina Faso, du Togo, du Sénégal, du Congo. On a eu des très bons combattants. C'était un événement qui était très satisfaisant. Et même qu'on a prévu d'organiser un autre pendant les vacances et l'autre à la fin d'année. Donc, mais au vu de cet événement, au sortir de cet événement, j'avais envie d'organiser l'autre le mois prochain. Déjà. Mais Sacha, mais c'est pas, il faut du temps pour organiser, voilà. Et notre calendrier, il est prévu pour fin juillet ou début août. Voilà, on va en rester là. Donc rendre les rêves possibles, on vous parlait formation. Justement, pour les combattants africains que vous formez, comment est-ce que vous comptez les protéger face à des managers parfois mal intentionnés, qui peuvent défendre leurs intérêts, parce qu'on sait que ce sport, c'est quand même du business aussi. Oui, c'est beaucoup du business et comme vous l'avez si bien dit, il y a des managers, des personnes très mal intentionnées qui veulent généralement vivre aux dépens de ces combattants qui se sacrifient, qui donnent tout pour réussir dans leur vie. Je pense que c'est pas facile, mais c'est possible. D'ailleurs, ce qui se passe, c'est qu'en ce moment même, j'ai déjà certaines discussions avec le PFL lui-même pour la structuration du PFL Africa. J'ai envie que le PFL Afrique soit une organisation qui est structurée combattant d'abord, pas promotion d'abord. Je pense que il faut commencer par là. Et par la suite, on va devoir travailler avec des combattants également qui puissent, pour leur faire comprendre qu'ils ne dépendront pas des managers. Et ça, je ne dis pas ça pour dire du mal contre des managers, parce qu'il y a aussi des managers, des accompagnateurs, je peux les appeler comme ça, qui ont des bonnes intentions. Voilà. Et un combattant, tel qu'il soit, a besoin de quelqu'un peut-être de confiance autour de lui, que ce soit la famille ou un manager. À partir du moment où cette personne a une bonne moralité, je pense qu'ils ont tous besoin. Donc, comment les protéger, comment structurer ça sans toutefois jeter la pierre sur les managers, c'est de permettre à l'athlète de lui-même être en relation avec la promotion, et de savoir ou de faire un travail éducatif, une formation les permettant de savoir comment fonctionner et qu'un manager n'arrive pas et leur raconte du baratin, qu'il ait un manager parce qu'il a confiance en cette personne, parce qu'il veut travailler avec cette personne et non parce qu'il est contraint de travailler avec cette personne qui lui fait ombre et qui est sournois, quoi. Alors, vous avez aussi créé un institut de formation et vous dispensez via la fondation des formations dans le numérique et l'audiovisuel, des formations gratuites. Alors, je sais que vous avez abandonné l'école à 17 ans faute de moyens. Est-ce que pour vous, c'est une façon de prendre une revanche sur la vie? On peut dire ça. Aujourd'hui, il y a quand même un côté, ouais, tu vois, j'étais bien eu à la vie. Mais d'un autre côté, c'était plus pour moi de répondre à mes attentes que j'avais quand j'étais moi-même là-bas, dans cette position, et que j'avais un rêve où je rêvais peut-être d'avoir un bon samaritain qui allait venir, quelqu'un qui allait peut-être mener une action qui allait me profiter. Et plus tard, quand je suis arrivé en France, très vite, j'ai pensé à être cette personne parce que, au fond de moi, même si je n'y étais plus, au fond de moi, il y avait toujours ce petit vide et que je voulais combler. Et pour mieux combler ce vide, je devais être ce bon samaritain que j'espérais avoir quand j'y étais sur place. Alors, du coup, j'ai entrepris cette initiative-là de créer la fondation. C'était surtout la salle de sport, parce que c'était la chose qui m'avait le plus manqué quand j'y étais, étant passionné de sport de combat, ne pouvant pas pratiquer le sport de combat dans mon petit village de Batié, parce qu'à 50 km à la ronde, il n'y avait pas de salle de sport
ou 100 km. Alors, il était question pour moi de commencer par là, pour créer une structure telle que j'avais rêvé. Mais derrière ça, même si c'était à travers le sport, ça n'avait pas qu'un caractère sportif, c'était plus développement personnel, c'était plus pour permettre à ceux-là d'y croire, parce que moi-même grandissant là-bas, il a fallu que je sois un enfant vraiment têtu, délinquant, pour maintenir ce rêve vivant, parce que personne dans mon environnement ne comprenait d'où est-ce que je pouvais sortir avec ce rêve qui n'avait pas de précédent, qui n'avait jamais été entendu auparavant et qui, surtout, même ailleurs, n'avait pas d'exemple de réussite auparavant. Alors, il m'a été fortement déconseillé de prendre cette voie. J'ai dû le faire contre l'avis, la volonté des parents, de la famille, de tout le monde qui pouvait me dire un mot. Sur cet institut, ce qui est important, c'est la formation. Ça a quelle place, Francis? C'est très important parce que déjà derrière la formation se cache, comme je disais tout à l'heure, le développement personnel, de pouvoir croire en ce qui se passe et aussi de se mettre à jour sur ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Moi, j'aime le secteur audiovisuel, j'aime beaucoup les caméras, mais je ne peux pas les opérer. Et je me suis rendu compte que c'est un domaine qui est très demandé aujourd'hui et c'est pour cette raison que j'ai voulu, moi, à mon petit niveau, mettre en place un programme de formation à Batié où des jeunes y pouvaient se former et que demain, moi, même pour mes propres contenus, je pouvais les utiliser en sachant que, OK, il y a de la main-d'œuvre disponible, il y a de la main-d'œuvre qualifiée et ça m'aurait fait plaisir. Ça m'aurait fait plaisir si aujourd'hui, à la recherche peut-être d'un créateur de contenu pour mon YouTube, pour mes réseaux sociaux, que je puisse dire, ah, il y a tel enfant à Batié qui s'y connaît, qui fait ça, qui fait bien, et sans toutefois me casser la tête à aller le chercher partout dans le monde. Donc ça, c'était un volet qui était important. Après, pour le centre informatique, moi, je pense que la technologie et l'informatique est très important. C'est la nouvelle génération, c'est la génération 2.0 et là on y passe au 3.0 et je trouvais que c'était un peu, qu'on était un peu obsolète sur la formation parce que je rentre chez moi aujourd'hui dans mon village et je vois des enfants qui dessinent des claviers d'ordinateur sur le cahier et je me dis, ben, il y a un problème ou il y a quelque chose à faire. Vous voyez, et c'est à partir de là où on a décidé de développer aussi le centre multimédia. À la base, j'avais pensé à faire des dons d'ordinateurs dans des établissements scolaires. Après, il y a aussi un problème de maintenance, de suivi qui aussi a un coût et généralement, certains établissements n'arrivent pas à faire ce suivi. Et c'est pour ça qu'on a décidé de créer ce centre multimédia où nous, on allait suivre, on allait faire la maintenance et l'entretien et aussi donner retrouver des formateurs qualifiés pour former des jeunes parce que c'est un secteur d'avenir. C'est un secteur du présent et d'avenir, la technologie et l'informatique. Donc c'est très important que Bati aujourd'hui soit à jour quand même. Voilà. Il a eu quand même le privilège d'avoir un fils qui est sorti de ses entrailles, qui a pris connaissance des choses élémentaires du monde. Et c'est important de transmettre ça. Ouais. Donc, après, Batié, c'est mon village, il y a pas mal de choses où c'est une affaire personnelle, c'est une histoire personnelle. Même sans m'en rendre compte, tout ce que je fais, je me retrouve à Batié. Mes entreprises, je me retrouve à Batié en train de les monter, même si je sais que ce serait beaucoup moins productif que si ça aurait été à Douala ou à Yaoundé. Mais ça se passe à Batié et pour moi, c'est une fierté. C'est mon quartier général. C'est le QG. C'est le QG. Alors,
On va terminer cette interview en disant que dans votre vie, vous avez traversé beaucoup d'épreuves. Il y a le décès du papa en 2001 qui avait peut-être mauvaise réputation mais qui reste un modèle pour vous. Votre fils Kobe, récemment. Aujourd'hui, vous êtes un acteur majeur à Battier. Quel homme vous êtes devenu au fil de toutes ces épreuves? Bon, je vais commencer par dire pour mon papa bon, je ne dirais pas qu'il avait une mauvaise réputation, je dirais plutôt que c'était un homme qui s'assumait. Il assumait d'être ce qu'il était et il assumait aussi ses défauts. Tu vois, il faisait les choses pas pour paraître bien, contrairement à ce que certains le font aujourd'hui. Vous voyez, j'ai grandi en croyant que les choses étaient noir ou blanc. Avec le temps, on se rend compte qu'il y a plusieurs couleurs entre le noir et le blanc. Donc, mais mon papa, il était du genre noir, bon ou mauvais. Voilà. Il masquait pas. Et beaucoup de ceux que je croyais qu'ils étaient bons, à la longue, je me suis rendu compte qu'ils étaient plus mauvais. Ils étaient plus sournois, plutôt sournois. Voilà. Et ça peut paraître bizarre avec du temps, avec des années, en grandissant. J'ai apprécié plus mon papa. Il n'était pas parfait, loin de là. C'était plus vrai. Mais il était vrai. Et c'est une qualité que j'ai admirée beaucoup chez lui. Bon, malheureusement, il n'est pas des nôtres aujourd'hui. Mine de rien, j'aurais aimé qu'il soit là pour voir ce que je suis devenu, comment on a pu affronter la vie, mes frères et moi, pour voir ce qu'il a laissé derrière lui. Et voilà. Et comme je l'ai souvent dit, il a été un modèle pour moi. Ça peut être contradictoire, mais il a été un modèle pour moi et voilà, c'est la personne qui a le plus impacté ma vie. Donc, je le porte très cher dans mon cœur et j'aurais souhaité quand même qu'il soit là pour voir. Et bon, après la vie continue. Vous voyez, il y en a puis j'ai connu qui peut-être n'ont pas eu l'occasion même de connaître leur papa, parce que mon papa, il est décédé, j'avais 15 ans. Certains n'ont pas eu l'occasion, certains ont perdu leurs parents, peut-être père et mère plus jeunes. Voilà. Ça rend pas moins pénible le mien, mais ça me permet de relativiser et de dire, ben, c'est la vie. Mais je pense que le coup le plus dur de la vie, c'était très récent, celui de mon fils, celui de Kobe. Je n'avais pas réalisé à quel point une telle épreuve pouvait avoir l'impact dans une vie. Ça pouvait troubler, ça pouvait tourmenter une personne jusqu'à ce que ça m'arrive. Et c'est là où j'ai vu la vie autrement. Voilà. C'était l'épreuve où j'étais conscient. Je ne peux pas l'expliquer parce que c'est quelque chose qu'on ressent. On ressent dans sa chair. Tu vois, si tu m'avais demandé quelques jours avant comment est-ce que tu te sentirais si telle chose se passait, je n'aurais pas su te répondre. Mais là, quand c'est arrivé, je l'ai senti dans ma chair. Mais Francis Ngannou, merci. Merci Lise.